Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Début du scrutin législatif égyptien ce dimanche après les Égyptiens de l'étranger qui ont ouvert le bal avec un vote anticipé samedi. 14 des 27 provinces du pays sont invitées à se prononcer sur la composition de l'Assemblée nationale du pays. La Centrafrique, elle, n'ira pas aux urnes avant fin 2015. Le scrutin présidentiel d'octobre a été reporté. Le coup d'État perpétré en mars 2013 par des rebelles a plongé le pays dans une profonde crise qui ne permet pas encore la tenue d'élections. Un débat autour du concept d'émergence en Afrique. Les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent sont nombreuses. Nous verrons que pour de nombreux économistes, il est urgent de dynamiser l'entrepreneuriat ou encore les partenariats publics-privés. Mais avant de développer ces titres, nouvelle composition du bureau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Le candidat Luonge Kibinda Ngoyi, qui a été élu à la première vice-présidence avec 270 voix contre 169 pour son opposant Thomas Lokondo et 2 bulletins blancs. Au cours du même scrutin a été désigné le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, un poste qui revient désormais à Berokan Keror, élu de l'Ituri. Les élections législatives débutent ce dimanche 18 octobre en Égypte. Le scrutin va se tenir en plusieurs étapes jusqu'au 2 décembre. Les 13 provinces restantes voteront les 22 et 23 novembre. Plus de 360 000 policiers et soldats seront déployés pour sécuriser les bureaux de vote au moment où le pays est le théâtre d'attentats djihadistes meurtriers. Les précisions à Darwa Barkala. Les Égyptiens élisent leur parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière Assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour. Dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. Un seul tour aura suffi pour départager les candidats au fauteuil présidentiel guinéen. Et c'est le président sortant, Alpha Condé, qui a obtenu la majorité absolue au premier tour de l'élection présidentielle de Guinée. Il a été déclaré samedi vainqueur avec près de 58% des suffrages. Selon les résultats, son principal rival, Cellou Dalein Diallo, a obtenu 31% des voix. La réélection est contestée par l'opposition qui n'exclut pas de descendre manifester dans les rues. Report des élections en revanche en Centrafrique, prévu le 18 octobre 2015. Les autorités centrafricaines ont annoncé le report de ces élections à la fin décembre 2015. L'objectif est de garantir la sécurité pour des élections libres et transparentes dans le pays. Les dernières violences à Bangui ont rappelé que l'insécurité reste grande dans le pays. Les précisions à Didalat Mirabel Bissou.
Les élections reportées en Centrafrique à la fin décembre 2015, initialement prévues le 18 octobre, la nouvelle échéance électorale pourra être prolongée jusqu'en janvier 2016. Ce nouveau report ne surprend pas au sein de la population. Elle estime que les conditions logistiques et sécuritaires pour ce scrutin ne sont pas encore garanties. Donc, il était normal qu'on puisse reporter ces élections pour permettre à l'agence, à l'autorité nationale des élections de pouvoir bien préparer ces élections. Vous savez, on dit que vaut mieux une élection bâclée qu'une transition chancelante, mais la majorité de la population n'est pas de cet avis-là, parce qu'il est normal qu'il y ait de bonnes élections pour asseoir définitivement la paix et qu'il n'y ait plus contestation, qu'il n'y ait plus une nouvelle crise née des résultats des élections. Près d'1,6 million Centrafricains sont déjà enregistrés sur les listes électorales. Des retards existent dans plusieurs préfectures, notamment dans l'est du pays, où le recensement électoral a pris du retard. L'économie est carrément par terre, ce qui fait que l'État ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour pouvoir organiser en toute souveraineté les élections. Nous dépendons de la communauté financière internationale, donc du financement extérieur. Et encore aussi la contingence sécuritaire. La plupart de nos provinces ne sont pas sécurisées. La plupart de ces provinces sont envahies par des groupes armés. La Centrafrique n'avait pas connu une aussi grave crise depuis son indépendance en 1960. Le coup d'État perpétré en mars 2013 par des rebelles musulmans a plongé le pays dans une profonde crise. Bangui peine à se relever des tueries entre communautés musulmanes et chrétiennes depuis 2013. Des violences qui ont fait plus de 30 000 déplacés de guerre et plongé le pays dans une situation économique et sécuritaire instable. La Tunisie émettra un soukouk en 2016. L'émission du premier emprunt obligataire conforme aux règles de la finance islamique a été plusieurs fois repoussée, mais devrait atteindre 1 milliard de dinars. Les besoins de financements extérieurs de la Tunisie en 2016 devraient atteindre 3 milliards de dinars. Annonçant à 3% cette année, la prévision de croissance de la Tunisie a été réduite à plusieurs reprises au fil des mois. Le pays, qui est entré en récession technique en juillet dernier, a enregistré un taux de croissance négatif de 0,2% au troisième trimestre. Le rebranding Africa Forum 2015, qui se tient traditionnellement à Bruxelles à la mi-octobre, se tient actuellement à Bruxelles. Quelques 450 participants venus de divers secteurs y prennent part, notamment une forte représentation du gouvernement sénégalais, pays d'honneur de cette deuxième édition. Les précisions de Lise Elsi à Kizimane. Rebranding Africa Forum 2015, placé sous le thème « Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique ». La deuxième édition, qui se tient jusqu'au 18 octobre 2015 à Bruxelles, ambitionne de baliser le terrain pour assurer l'adéquation entre les investissements et l'entrepreneuriat en Afrique. Investir et entreprendre sont en effet deux facettes du paysage économique du continent, d'où l'intérêt crucial pour les décideurs africains de gérer et de valider cette étape transitoire de l'émergence. On ne peut plus. On ne doit plus décider de la marche du continent sans les Africains. Cette année, je vous propose d'aller dans deux directions. Nous continuerons de nourrir la réflexion sur le développement de l'Afrique, qui pour nous n'a de sens que parce qu'elle doit précéder effectivement l'action. D'une part, le rebranding Africa Forum s'inscrira davantage dans cette perspective de concrétisation des idées en favorisant la densification du réseau des bâtisseurs de l'Afrique d'autre part. L'Afrique est une terre d'entrepreneurs, mais ces derniers rencontrent de nombreuses difficultés. Parmi les chantiers de modernisation du secteur de l'entrepreneuriat, l'accès au financement des PME et PMI, mais aussi la dynamisation des investissements sur le continent. Un indicatif dans ce contexte, c'est que le private equity est devenu un des engins, un des moteurs, de ces développements en matière de financement et d'investissement. Aujourd'hui, les derniers chiffres donnent 12 milliards de private equity, là aussi avec une croissance moyenne de 20% tous les ans. Ce qui est important, c'est que ces investissements et ces financements s'accroissent dans un contexte qui est porteur, mais aussi avec pas mal d'obstacles. Le plus important que des obstacles, c'est celui du financement. Les PME africaines ont la plus grosse difficulté à se financer. Vous avez les multinationales, les grandes entreprises qui ont toujours les banques
prête à leur donner les financements. Vous avez les micro-entreprises qui ont la microfinance pour se financer, mais les PME qui sont au milieu ont des difficultés à trouver les ressources pour se financer. Le décollage économique du continent est bel et bien amorcé. En témoignent les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans son rapport de 2014 sur les perspectives économiques en Afrique. Les investissements directs étrangers pourraient connaître une croissance moyenne de 5,7% en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.